Alors bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend jusque derrière? Vous ne voyez pas? Mon nom est Micheline Savoie, je fais partie de l'équipe de communication ici à la maison. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Tony Manera. Je lui ai demandé avant est-ce que je vous appelle M. Anthony ou M. Tony. Il m'a dit Tony. M. Anthony Tony Manera, qui est président-directeur général, comme vous le savez, qui est un homme très simple, très accessible, vous allez le voir, qui est aussi un président qui a été happé dès sa nomination, l'annonce de sa nomination par le CRTC, où il a passé beaucoup de temps. Il va passer un moment avec nous, il va être là jusqu'à 5h30, il va faire une petite mise en situation, m'a-t-il dit, très rapide, après quoi ça va être un échange de questions. Je vous demanderai, il y a 2 micros, un à chaque coin de la salle. Ce serait gentil si vous pouviez vous identifier. Monsieur Manera a bonne mémoire, il va retenir votre nom. Alors, je lui cède la parole. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici cet après-midi. C'est quelque chose que j'aurais aimé de faire plus tôt après ma nomination, mais comme vous savez, les audiences du CRTC ont pris beaucoup de temps pour planifier, pour y assister, donc c'était très difficile de faire une espèce de tournée. C'est ma première visite en tant que président, directeur général de la société. Comme vous savez, j'ai visité la maison à plusieurs reprises dans les années du passé. Mais comme président, c'est ma première visite pour adresser les paroles aux employés. J'ai eu le plaisir récemment aussi de rencontrer les leaders des syndicats ici à Montréal à plusieurs reprises et j'ai trouvé mes entretiens avec eux très utiles et j'espère très productifs parce que c'est mon intention de le faire de façon très régulière. J'ai rencontré aussi les membres de la haute direction, soit de la radio, soit de la télé. Et j'aimerais signaler la présence ici de M. Paul Saint-Pierre, qui est vice-président par intérim à la télé française, et M. Marcel Pépin, qui est le président de la radio française. Et j'ai aussi invité M. Terry Hargraves et son équipe de Radio-Canada International. Et j'espère qu'ils auront la possibilité d'y assister aussi cet après-midi. Peut-être vous avez lu un peu mes propos dans l'entrevue avec circuit fermé et peut-être vous avez eu l'occasion de lire des reportages dans les journaux. Et dans ce sens-là, je pense que vous avez déjà une idée de ma pensée, de mon orientation. Mais j'espère que cet après-midi, vous aurez la possibilité de poser des questions et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous répondre très franchement, très ouvertement, parce que c'est mon expérience que si on se parle fréquemment, de façon très ouverte, qu'il y a beaucoup plus de possibilités de s'entendre et de travailler ensemble. C'est mon intention de faire une tournée du pays, d'un bout à l'autre, de rencontrer les gens dans les régions pour avoir une espèce de rétroaction et de communication avec tout le monde. Comme vous savez, au cours des 9 dernières années, j'ai eu le privilège, parce que c'est vraiment un privilège, de travailler à la Société Radio-Canada. D'abord comme vice-président aux ressources humaines, puis durant les 7 dernières années comme premier vice-président à la gestion des ressources et de l'administration. Cette expérience a renforcé ma conviction que la Société Radio-Canada avait un rôle important à jouer dans la vie culturelle des Canadiens et des Canadiennes. Il est très évident que nous traversons une période difficile sur le plan économique, sur le plan le domaine de la radiodiffusion, l'incertitude avec la multitude des canaux des services spécialisés, sur l'aspect politique, les changements technologiques. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour avoir une certaine incertitude. Il est très facile à se décourager parce qu'on ne reconnaît plus les balises.
D'autre part, je suis d'avis qu'il est aussi possible d'être optimiste et nous avons plusieurs raisons pour pouvoir l'être. Certainement, pour moi, l'élément primordial, c'est la qualité de notre produit, à la radio, à la télé. Au Canada, en anglais et en français, avec Radio-Canada International. La haute crédibilité de notre service d'information, c'est un atout. C'est quelque chose qui est le résultat de l'effort de vous, de nos artisans, de nos journalistes, de nos cadres. La popularité de nos émissions de divertissement, c'est aussi un atout important. Notre succès dans les sports, incluant notre succès avec les droits aux Olympiques 96, quelque chose de très prestigieux, de très important. Et enfin, le prix CanWest Global qui nous sera remis au Festival international des Banff qui a été annoncé il y a quelques jours, c'est évidence additionnelle de la reconnaissance internationale, en particulier pour pas seulement nos téléromans, mais pour les services de Radio-Canada. Donc, je pense que nous avons beaucoup de raisons pour être fiers. Et enfin, c'est pas la maison, c'est pas les immobiliers, c'est pas les équipements qui comptent, mais c'est les produits. Et en ce qui a fait la qualité du produit, c'est notre atout, c'est la pierre angulaire de notre succès. Nous avons aussi un projet très important devant le CRTC, comme vous le savez, c'est le réseau d'information et services spécialisés. Et nous sommes aussi partenaires dans d'autres services, dont festivals et chapiteaux. Pour soumettre une application comme telle, cela exige des travaux énormes, des travaux de planification, des travaux de conception, d'analyse. Donc, la qualité du produit qui a été reconnue par tout le monde est encore évidence de la qualité de notre service. Et j'ai beaucoup de confiance que ces nouveaux services seront approuvés pour nous donner une autre fenêtre, une autre façon de rejoindre notre auditoire, nos téléspectateurs, pour nous permettre d'étendre l'infrastructure qui existe déjà et pour maximiser la valeur de cette structure. En ce qui a trait au gouvernement, je suis d'avis que par ces actions, le gouvernement a clairement démontré une volonté politique de voir la société survivre et même prospérer. Le conseil d'administration de la Société Radio-Canada, la direction, le personnel et les associations artistiques ont également manifesté un engagement et un esprit de collaboration extraordinaire. Même s'il y a des désaccords de temps en temps, il faut s'attendre à tout ça. J'ai constaté un engagement qui est très concret, très réel, et de tout ça, je suis très, très fier. Et malgré les graves problèmes qui demeurent, le vent d'optimisme et de réalisme qui souffle est, à mon avis, très encourageant. Nos syndicats, qui je considère comme faisant partie de la solution, font également preuve d'un leadership exemplaire. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais je pense que ça vous donne un peu une indication des raisons pour lesquelles je suis optimiste. Au cours des prochains mois, nous entreprendrons un vaste examen de toutes nos dépenses, dans le cadre d'une étude budgétaire en profondeur, afin de cerner d'autres économies, d'autres possibilités de revenus et d'autres applications utiles de la technologie. Nous estimons à l'heure actuelle que notre manque à gagner, toutes sources confondues, sera de l'ordre de 180 millions de dollars au cours des 4 prochaines années. Notre stratégie actuelle, que nous devrons manifestement modifier au fur et à mesure que nous avancerons, consiste à assumer les 2/3 de ce manque à gagner, soit 120 millions de dollars, par le biais des économies que nous réaliserons à l'interne. Cela se traduit par une amélioration de 8% de la productivité au cours des 4 années, soit une moyenne annuelle de 2%. C'est un projet très ambitieux,
si l'on considère toutes les économies que nous avons déjà réalisées. Mais ce n'est pas forcément impossible. Quant aux 60 millions de dollars qui restent, nous espérons résoudre ces points en trouvant de nouvelles sources de revenus dans le cadre du processus annoncé par le gouvernement en février. Mais nous avons l'intention de faire encore mieux. En fait, en résolvant notre manque à gagner par ces mesures, nous nous retrouverons essentiellement dans une situation de statu quo. Mais le statu quo, cela ne suffit pas. Nous devons renforcer nos services. Nous devons investir davantage dans le développement des artistes et du personnel, et nous devrons renforcer nos liens avec les auditoires. L'importance de ces objectifs rallie les suffrages de la plupart des observateurs. Ils ne peuvent toutefois être réalisés sans ressources additionnelles. Comme ces ressources ne proviendront certainement pas des coffres de l'État, ni de la commercialisation accrue des réseaux de télévision, la Société Radio-Canada s'est engagée dans ses propres recherches, en plus de la démarche annoncée par le gouvernement le 22 février. En fait, nous utiliserons nos connaissances et nos ressources de programmation pour générer les revenus nécessaires à la mise en œuvre de ces améliorations et de bien d'autres encore. À l'automne, par exemple, nous lancerons aux États-Unis 2 nouveaux services de radiodiffusion directe par satellite, dans le cadre d'une co-entreprise avec Diffusion Power. Nous exporterons ainsi des produits culturels canadiens vers un marché qui est traditionnellement reconnu comme le premier exportateur mondial. Les profits que nous prévoyons réaliser d'ici 3 ans nous permettront d'apporter à nos services les améliorations que je viens d'énumérer. Nous cherchons également à conclure d'autres alliances stratégiques avec des entreprises des secteurs privé et public qui nous aideront à honorer plus efficacement le mandat qui nous a été conféré par la loi sur la radiodiffusion. Ma vision de la Société Radio-Canada donc comprend plusieurs éléments. L'élément principal, bien sûr, est une programmation typiquement canadienne, de très grande qualité et satisfaisant la multiplicité des intérêts de l'auditoire. Il doit en outre refléter, encore plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, la société canadienne contemporaine et sa diversité régionale, linguistique et multiculturelle. Bien que les cotes d'écoute soient un élément important, elles ne constituent pas la seule mesure de l'excellence. Conformément aux termes de la loi sur la radiodiffusion, la Société Radio-Canada doit offrir une programmation qui renseigne, éclaire et divertit. Pour remplir cette mission, la programmation doit être réfléchie, ne pas craindre la controverse, elle doit stimuler l'esprit et parfois même susciter des différends. Nous devrions, bien entendu, réduire notre dépendance envers les recettes publicitaires. Toutefois, d'ici à ce que nous trouvions d'autres sources de revenus qui dépassent notre manque à gagner actuel, nous demeurerons très actifs sur les marchés afin de maximiser les revenus commerciaux. Toute décision contraire risquerait d'avoir des répercussions très néfastes sur la programmation. Qu'en est-il de l'univers des 500 canaux et l'autoroute électronique? Ces innovations sont à nos portes. Certains sont même déjà là. Les consommateurs bénéficieront donc d'un choix plus vaste, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. La plupart de ces options ne seront pas canadiennes. Il sera impossible, tant au plan technique que politique, d'interdire l'accès à ces services. C'est de toute façon une solution impraticable dans une société démocratique. Les besoins d'émissions canadiens qui correspondent à la réalité du pays et traduisent sa perspective ne diminueront donc pas. Il sera en fait plus grand qu'il ne l'est maintenant. Les talents sont là. Ce sont les ressources pour développer ces talents qui réduisent notre marge de manœuvre.
Mais la technologie aura également un effet libérateur. La pénurie des fréquences dans le spectre sera moins contraignante qu'elle ne l'est en ce moment, ce qui résultera sûrement en une personnalisation plus poussée des services par le biais des chaînes spécialisées ou des services à la carte. Ce sont les impératifs économiques, de même que les préférences des consommateurs, qui dicteront en définitive la combinaison dominante des modes de distribution. Nous devons continuer de faire preuve d'une grande souplesse pour nous adapter à l'évolution constante de la technologie et du marché. En dernière analyse, il ne faut toutefois pas oublier que les gens ne regardent pas les fibres optiques, les antennes paraboliques, les têtes de ligne, ni les pylônes des émetteurs. Ils regardent et écoutent des émissions. C'est pourquoi les diverses technologies ne doivent pas influer démesurément sur notre manière de penser. Nous devons plutôt chercher la meilleure combinaison possible des modes de distribution, sinon le débat sur cette question risque de devenir le moteur de la politique de radiodiffusion, ce qui reviendrait à mettre la charrue devant le bœuf. Donc, je viens d'exposer dans les grandes lignes la stratégie que nous avons mise au point. J'essayais d'être optimiste, mais de vous donner l'heure juste en même temps. Il s'agit en fait d'une macro-stratégie qui tient compte des dernières modifications de la politique de financement du gouvernement. Au cours des prochains mois, nous comptons affiner cette stratégie en consultation avec la haute direction, avec notre public, avec vous, les employés, avec vos représentants, les syndicats. Donc, c'est un processus qui est amorcé, c'est loin d'être complété. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je suis très optimiste qu'on pourra relever le défi de façon très intéressante. Alors, ceci mes propos. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci. Moi, je suis certaine qu'il y a autant de questions qu'il y a de personnes ici. Alors, c'est la première qui est la plus difficile. C'est casser la glace. Bonjour. C'est vrai que c'est la première la plus difficile. Vous avez dit au moins deux choses qui m'ont plu. Vous avez parlé que les syndicats font partie de la solution et vous avez parlé qu'on avait fait preuve d'imagination. Vous avez aussi dit que le statu quo ne satisfaisait pas. Nous sommes d'accord avec ça. La preuve, c'est que durant les négociations, parce qu'on ne s'en sort pas, on finit par parler de négociations, on en a fait preuve d'imagination et on a oublié le statu quo malgré qu'on le réclamait depuis 1992. Ma question, j'en aurai une autre tout de suite après, ma question c'est où on en est rendu? On en est rendu à l'affrontement et qui cherche l'affrontement dans notre cas? J'ai oublié de me présenter, Jean-Paul Rouillard, STRF, excusez-moi. Je vous ai reconnu, ce n'est pas nécessaire de vous présenter. Je ne pense pas que vous étiez M. Provost. Ce qui arrive, c'est que la Radio-Canada a demandé une révision des accréditations en invoquant un manque de mobilité de personnel, des conflits intersyndicaux et les changements technologiques. Durant les négos, on a fait preuve de tout ça, on était sensibles à ça, on a fait preuve d'ouverture de ce côté-là, et on n'a toujours pas réussi à s'entendre. Ce qui me fait dire qu'il y a quelqu'un qui cherche l'affrontement à quelque part. Et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. Oui. Eh bien, M. Rouillard, certainement, ce n'est pas que la société cherche l'affrontement. Ce n'est pas le cas du tout. C'est difficile d'adresser des questions de négociation dans un environnement comme celui-là parce qu'il s'agit des questions complexes qu'il faut adresser à la table.
Moi, je pense qu'à travers les années, de temps en temps, il faut s'attendre qu'il y aura des désaccords. Les négociations, après tout, sont un processus qui existe pour essayer de résoudre les désaccords, de trouver des solutions en commune. C'est l'intention de la société de le faire. Il faut avoir une certaine ouverture des deux parties. Il faut faire des compromis. La société est toujours ouverte à trouver des solutions ensemble. Mais en même temps, il faut aussi accepter que l'environnement est en train de changer de façon très évidente à travers le pays, soit du côté économique, du côté technologique, et il faut changer. Les changements que la société cherche, je pense, sont très raisonnables, mais de toute évidence, il y a deux lignes de pensée là-dessus. Et je pense qu'il faut les adresser dans un esprit de collaboration, comme on l'a fait auparavant. Plusieurs fois au passé, on a eu des désaccords jusqu'à la dernière minute, mais on a toujours trouvé des solutions. On a eu des désaccords importants avec tous les syndicats, je pense, de temps en temps. Ça fait partie de notre façon de régler les choses. Personne n'a trouvé une meilleure façon de régler les conventions. Si on la trouve quelques jours, je pense la personne devrait vendre les droits parce qu'il y aurait beaucoup d'intérêt là-dessus. Alors, il faut s'attendre, c'est pas quelque chose assez étonné que de temps en temps il y a des désaccords. Mais ce que pour moi est très important, qu'il y ait un engagement, soit du côté patronal, soit du côté syndical, à la survie de la société, au service au public. Et dans la mesure où cet engagement devient toujours l'aspect primordial, l'aspect important, je suis convaincu qu'on pourra trouver des solutions. Mais entre-temps, je pense qu'il faut travailler ensemble pour aller les chercher. Mais la société ne cherche pas l'affrontement, ça n'a aucune raison pour les chercher, ça nous donne rien, ça ne donne rien à personne. Donc, ce n'est pas notre intention d'avoir l'affrontement. Je vous crois. Oui, pour ce qui est de la société, ma question c'était qui et non pas la société. On nous a parlé d'invitation au changement de ces choses-là, et justement dans cette ligne de pensée, vous fait part de, à mon point de vue, comment se déroule la négociation avec la Société Radio-Canada. C'est que présentement, on négocie avec des cadres à qui la haute direction ne donne aucun pouvoir. Ce qui donne comme résultat le résultat suivant. On fournit aux gens qui sont en face de nous le maximum d'arguments pour vendre, et je reprends une phrase que m'avait suggérée votre prédécesseur, M. Veilleux, vendre notre salade à ces gens-là. Ce comité-là, de bonne foi, lui, il doit négocier avec la haute direction, vendre notre salade à la haute direction. Et le comité nous revient pour nous faire part de la réponse de la haute direction. Et le cycle, je me suis trompé hier devant l'Assemblée, j'ai dit le cirque. Le cycle recommence, le cycle reprend. Face à l'invitation au changement, je veux dire, on demande aux employés de changer. Il y aurait, selon moi, place pour changement oui, ailleurs. Surtout sur l'aspect, comment se déroule la négociation. Si jamais on trouve la solution, il n'y aura pas de droit d'auteur à payer. Mais regardez, c'est tout à fait normal que dans le processus de négociation, par exemple, les syndicats, il y a un comité qui négocie, mais le comité doit de temps en temps consulter les membres qui, après tout, ont le dernier mot sur la négociation. C'est tout à fait normal que de la part de la direction, il y a aussi un comité de négociation parce qu'il y a tellement de travail qu'il faut répartir un peu le travail, on ne peut pas tout faire la haute direction, et que le comité de négociation ait certains paramètres entre lesquels il peut négocier. Et de temps en temps, le comité de négociation revient à la haute direction avec de la rétroaction et qu'il y a une espèce de processus de rétroaction, que
De temps en temps, on change, la haute direction change sa position, les syndicats changent leur position. C'est comme ça qu'on arrive à une certaine entente. Là-dessus, je peux simplement signaler que je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler pour la société, j'ai regardé un peu les organigrammes et dans certains cas, il y avait 7 paliers de gestion, ce qui aggravait le problème dont vous parlez, parce que s'il y avait quelque chose à la première ligne qui devait obtenir l'approbation de la haute direction, ça devait passer par 7 paliers. Alors qu'évidemment, ça crée toutes sortes de délais, des problèmes de compréhension. Mais depuis lors, nous avons changé beaucoup. Nous avons réduit les paliers de gestion et dans quelques jours, je vais annoncer certains autres changements qui vont dans le même sens. Et je pense qu'on va arriver à la limite de la réduction des paliers de gestion. Ce qui veut dire que la capacité de communiquer sera améliorée de façon importante. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas s'attendre qu'il y aura la perfection, qu'on est arrivé au paradis. On est des êtres humains, il y aura toujours des malentendus, mais je pense qu'on réduira davantage les problèmes de communication. Mais il faut toujours s'attendre que le comité négociateur, soit du côté patronal, soit du comité syndical, aura des paramètres dans lesquels il peut négocier. Et dans ce sens-là, c'est tout à fait normal qu'il y ait des entretiens et la rétroaction, etc. Mais ils ont certainement le pouvoir de négocier entre les paramètres. Sans doute, s'il y a raison pour dépasser les paramètres, ils doivent retourner à leur direction, comme vous, les syndicats, si vous dépassez les paramètres qui vos membres vous ont confiés. Je pense que c'est tout à fait normal que vous retourniez à vos membres pour dire, ben, regardez, votre mandat n'est pas réaliste. La haute direction, ils sont très difficiles, il faut changer. Alors, c'est tout à fait normal que vous retourniez à vos membres pour obtenir un changement de mandat. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut comprendre un peu la dynamique. Et moi, je suis optimiste. Je pense que vos membres vous donneront le mandat de changer votre position. Chez nous, au STRF, on retourne moins souvent devant les membres. On reste quand même très démocratique. Et on est peut-être un peu prétentieux en réclamant plus de pouvoir pour les gens qui sont du comité patronal. Moi, je réclame ça pour ces gens-là, parce que c'est que ça faciliterait, selon moi, la négociation. Merci. Je vous entends. Merci beaucoup, M. Rouillard. OK? Oui. Robert Gagnon, je suis président de l'Association des réalisateurs. Bonjour, M. Monera. Bonjour. Nous aussi, j'irais dans le même sens un peu que Jean-Paul Rouillard, mon confrère. Vous avez coupé beaucoup de paliers, mais je pense qu'il y en a encore un petit peu trop, parce que entre la table de négociation et la direction, il y a comme un double discours qu'on semble déceler, et ça, je pense qu'il va falloir que vous y voyez personnellement ou en groupe très restreint. Chez nous, on n'a pas cette multiplication des représentations, on est tellement peu nombreux, et quand on s'occupe de nos choses, nous, chez les réalisateurs, en tout cas, on n'est même pas détachés. Alors, le travail qu'on ne peut pas faire au moment où on négocie ou on fait autre chose, on doit le faire le soir, la nuit, la fin de semaine. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que vous vous penchiez. Autre chose qui me touche, moi, personnellement, comme réalisateur, c'est que je commence une nouvelle émission. C'est ma première émission. On a déjà fait 4 enregistrements, un autre réalisateur, mais moi, je fais ma première émission dans ce studio-ci demain. Et j'ai appris en fin de matinée que vous donniez cette conférence, cet exposé, ce qui va m'imputer, on va m'imputer 2 ou 3 heures de temps supplémentaire demain matin. On est obligé d'arrêter l'éclairage et tout ça. Alors, je voulais savoir si votre bureau, le siège social, pourrait absorber ce temps supplémentaire. Les communications vont prendre le temps. Est-ce que l'expression correcte est de dire on va prendre ça en délibéré ou mettre ça en délibéré? Régler tout ça. Oh, ben, il faut que je consulte avec mes collaborateurs là-dessus. Vous savez, moi, je n'ai pas le pouvoir ultime. Mon pouvoir est très limité là-dessus. OK, bien, je vous ai entendu. OK. Il y a sûrement d'autres questions. Oui, je suis là présentement. Pardon? Ah oui. Malheureusement, un autre président de syndicat.
locale des techniciens. Vous avez parlé de qualité. Moi aussi, j'aimerais ça parler de qualité parce qu'on sent, nous, en tout cas chez les techniciens, une baisse de qualité. On rapporte des troubles, on rapporte